Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 5 minutes dans le futur. Le meurtre qui n'aurait jamais dû exister. L'inventeur était frustré. Il avait passé des années, des décennies, à faire des recherches sur la nature du temps, et son travail avait finalement abouti. Il avait inventé une machine à voyager dans le temps qui fonctionnait. Enfin, théoriquement. Il savait qu'il pourrait ainsi faire taire tous les récalcitrants qui avaient rejeté l'objectif sous-jacent de ses recherches. Il lui avait dit à maintes reprises que le voyage dans le temps était tout simplement impossible. Sinon, on pourrait créer un paradoxe en remontant dans le temps et en tuant son grand-père avant qu'il n'ait des enfants. Dans ce cas, le voyageur temporel n'aurait jamais existé et n'aurait donc pas voyagé dans le temps pour tuer son grand-père, assurant ainsi la procréation du grand-père et l'existence éventuelle du voyageur temporel, permettant à ce dernier de retourner dans le temps et de tuer, etc. Il avait déjà depuis longtemps écarté ces absurdités. Mais au fur et à mesure qu'il progressait dans ses recherches, toujours dans le confort de son laboratoire à la maison plutôt qu'au travail, le problème prenait de l'ampleur dans son esprit. Il n'occupait pas son esprit conscient, mais ses pensées inconscientes. Elles y réfléchissaient fréquemment, évaluant certaines solutions, permettant au meilleur d'accéder à l'étage suivant de son architecture mentale. C'est ainsi qu'il réfléchissait le plus souvent, ce qui fait qu'au moment où une idée se manifestait dans son esprit conscient, il avait déjà décidé d'une ligne de conduite. Il est évident, avait-il conclu, qu'un homme ne peut pas voyager dans le temps et empêcher les circonstances qui l'ont amené à voyager dans le temps. Il est tout aussi évident, d'où le paradoxe, que rien n'empêcherait un homme de faire précisément cela une fois qu'il aurait déjà voyagé dans le temps. Par conséquent, les deux conditions doivent être réunies. Un homme pourrait voyager dans le temps et tuer son grand-père, mais il continuerait alors à exister. Et à son retour dans le présent, il découvrirait que son grand-père n'a pas été tué. En d'autres termes, le voyage dans le temps ne permettrait que l'observation et non l'interaction. Personne n'aurait à craindre de marcher accidentellement sur un insecte et de provoquer une éruption volcanique ou autre. Cela soulève d'importantes questions annexes. Les actions d'une personne se produisent-elles réellement quelque part ou à un moment donné ? Que se passerait-il si l'on se retrouvait coincé dans le passé où l'événement apparent avait eu lieu ? Mais voilà, son subconscient travaillait déjà sur des solutions potentielles à toutes ces questions. Pour ce qui est de la question principale, il avait déjà décidé de ce qu'il allait faire. Avant de porter sa machine à voyager dans le temps à l'attention de ses collègues et du monde entier, il devait d'abord les débarrasser de cette notion de paradoxe. Pour ce faire, il voyagera dans le temps, effectuera une action qui n'aurait pas pu se produire, puis reviendra dans le présent. Il le ferait avec d'autres personnes afin qu'elles puissent vérifier qu'il a bien accompli l'acte impossible dans le passé, sans mettre en danger le présent de quelque manière que ce soit. Cependant, il devait d'abord le faire seul afin d'avoir une vérification empirique en main avant d'approcher ses collègues. Il ne veut pas tuer son grand-père et il est certain que son explication ne serait pas crédible s'il restait coincé 80 ans dans le passé. Il a donc décidé de voyager 5 ans dans le passé et de se tuer lui-même, c'est-à-dire son moi d'il y a 5 ans. S'il restait coincé là, il était à peu près sûr que sa présence empêcherait toute accusation de meurtre de voir le jour, la victime présumée étant vivante et en bonne santé. Il prit sa machine à voyager dans le temps, de la taille d'une boîte à chaussures, et un pistolet. Tout cela dans le couloir à l'extérieur de son laboratoire. Tourna le cadran numérique de la machine à voyager dans le temps sur 5, le cadran des unités jusqu'à année, le commutateur directionnel sur passé, et l'activa. Peu de choses changèrent, mais il ne s'y attendait pas. Il avait toujours aimé la continuité, ce qui rendait un peu inhabituel le fait qu'il invente une machine à voyager dans le temps. Mais son mobilier était donc resté presque entièrement inchangé depuis plus de 30 ans qu'il vivait dans cette maison.
Il s'attendait à se trouver au travail de son laboratoire et s'y rendit. La porte était entr'ouverte, et il put regarder à l'intérieur et constater qu'effectivement, il était assis à son bureau, en train de regarder quelque chose. Il a brandi son pistolet, poussé la porte, et avant que son ancien moi ne puisse réagir au bruit des charnières qui grinçaient, il s'est tiré une balle dans la tête. Son ancien moi. Il s'arrêta un moment pour voir s'il remarquait des différences. Avait-il de nouveaux souvenirs? Existait-il encore? S'apercevrait-on qu'on l'a laissé exister? À cette dernière pensée, il gloussa, entra dans la pièce et appuya sur le bouton de retour de la machine à voyager dans le temps. Hormis la disparition de son corps, de son ancien corps, et la porte qui se referme en grande partie derrière lui, rien n'a changé. Après avoir fait une nouvelle pause pour voir s'il remarquait des différences, il n'en remarquera pas, il se dirigea vers son bureau pour enregistrer les résultats de son expérience. Il regarda la machine à voyager dans le temps, appela les coordonnées exactes qu'elle avait enregistrées et commença à les noter. Mais quelque chose ne va pas. Les coordonnées n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être, loin s'en faut. Alors qu'il finissait de les écrire, il regarda à nouveau la machine à voyager dans le temps pour voir quel était le problème. La première chose qu'il remarqua fut que, bien qu'il ait appuyé sur le commutateur directionnel pour passer, le commutateur était collant et n'avait pas basculé. La deuxième chose qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'il avait tourné le cadran de catégorie jusqu'à année, il l'a accidentellement poussé trop loin. Et comme le cadran n'avait pas de butée, il s'est réinitialisé à la plus petite unité. En fait, il n'avait pas voyagé 5 ans dans le passé. Il avait voyagé 5 minutes dans le futur. Derrière lui, les gonds de la porte grincent. Un inventeur, obsédé par la possibilité de voyager dans le temps, veut prouver qu'on peut commettre un acte impossible sans conséquences paradoxales. Il décide donc de remonter 5 ans en arrière pour tuer son propre lui passé. Confiant, il programme sa machine temporelle. Mais à cause d'une erreur de manipulation, il voyage non pas 5 ans dans le passé, mais 5 minutes dans le futur. Lorsqu'il retourne dans le présent après avoir abattu ce qu'il croit être son ancien lui, il découvre que ce qu'il a tué, c'était lui-même dans 5 minutes. Autrement dit, il a exécuté la version de lui-même qui aurait dû continuer à exister quelques minutes plus tard. À la fin, alors qu'il croit être sauf, il entend derrière lui la porte grincer, suggérant que la boucle du meurtre est sur le point de se répéter, ou que quelqu'un, peut-être lui-même encore, arrive pour le tuer à son tour. Qui filmait vraiment cette nuit-là? La terrifiante vérité qu'on a découverte. Le paranormal était quelque chose que nous estimions tous les trois dépassé. Nous aimions tous nous considérer comme instruits, et lorsque nous nous disputions, nous nous sentions presque invincibles. Mais lorsque Martin a insisté pour que nous fassions les cons avec l'ordinateur portable de son gros frère aîné, rempli d'images et de documents occultes, nous avons décidé de nous retrouver tous les trois dans le sous-sol de John, un lieu sacré pour fumer notre shit. Après quelques tafs, nous avons tous les trois regardé la lueur de l'écran HP, en cliquant sur les dossiers intitulés Démons, Ritual Life, Ritual Strange, X, Phasing, Lucid Dream. Chaque dossier était rempli de photos polaroïdes de personnages pâles, au visage triangulaire tordu et aux doigts comme des brindilles, de longs textes contenant des langues étrangères, des symboles et de diagrammes complexes pour des sauts et des sacrifices. C'était de la merde hallucinante pour des jeunes de 17 ans défoncés. Nous avons trouvé un projet dans un dossier intitulé Invocation. Il contenait des tonnes d'images et de diagrammes pour rappeler des choses dans ce monde, de l'enfer et d'autres dimensions, de quelque chose qu'une image appelait l'autre. Et nous en avons choisi une au hasard pour nous amuser et rire un peu. Le diagramme n'exigeait que peu de préparation. Il suffisait d'allumer de l'encens et de prononcer quelques incantations.
Le tout dans une langue dont aucun d'entre nous n'avait entendu parler. L'entité décrite dans le diagramme vivait dans un endroit appelé « de l'autre côté du mur », et des tonnes de textes rouges jonchaient l'image. Tous ces textes déconseillaient d'avoir affaire à cette entité, mais étaient en garde contre ses nombreux pouvoirs et incluaient de courts récits des vies qu'elle avait ruinées, y compris un récit assez malsain sur une femme dont elle avait retiré les tripes et avec laquelle elle avait joué, et quelques autres concernant des figures sans yeux trouvées errant sur les lieux de l'invocation. La chose était un être curieux, mais impatient. Elle aimait nous traquer, nous les humains, nous observer, avant de devenir plus malveillante, de commencer à nous prendre, à faire des expériences sur nous, à nous pousser à faire des choses pour elle, à voir ce qui nous faisait couiner, pleurer ou saigner. Nous avons tout installé, et John s'est porté volontaire pour lire à partir de l'écran. Laissez-moi vous dire que regarder John se débattre dans ce langage a été le point culminant de la soirée. Nous avons tous ri tout au long du spectacle, John trébuchant sur des mots et en détruisant d'autres par ses propres gloussements. Même lorsque Martin levait la main pour nous calmer, les ricanements passaient et se transformaient en rire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir ma caméra. C'était devenu une tradition de filmer ces séances au sous-sol, et il semblait que John allait recevoir un Oscar. Nous avons en quelque sorte abandonné l'ordinateur portable après l'apparition de ma caméra. Nous nous ennuyions, et John n'avait plus de mots à lire. Finalement, nous avons tous commencé à faire circuler la caméra et à parler directement devant elle, un peu à la manière de la table ronde de That 70s Show. Nous disions quelque chose d'intelligent, de révélateur ou de drôle, puis nous passions la caméra. C'était une façon de documenter une hilarité indispensable à revoir le lendemain. La nuit est passée rapidement. Je me souviens avoir allumé la télévision et à un moment donné, Martin et moi avons remballé l'ordinateur portable et sommes rentrés chez lui pour que John puisse s'endormir sur son canapé. Mais les événements sont entrés et sortis de la mémoire après la nuit en question. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé mon téléphone plein de textos non lus et d'appels manqués, tous de John. L'essentiel des messages était « Ramène ton cul ici ». Et la voix qui délivrait les messages vocaux n'était pas celle du stoner facile avec lequel j'avais l'habitude de traiter. Il parlait par courtes séquences, sans lien les unes avec les autres, dans un train de pensée désordonné. Je l'ai trouvé en bas, pour m'amuser, tu sais, c'est censé. J'ai juste pensé que... Je l'ai trouvé dans la caméra pour voir. Tu as besoin de voir. C'est censé être drôle. Viens par ici, viens s'il te plaît. J'avais vraiment du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. John avait l'air tout à fait sévère, presque sans vie, ce qui a déclenché 1 million de petites sonnettes d'alarme dans ma tête. Je suis allé chercher Martin, qui avait lui aussi reçu une tonne de messages sur son téléphone, et nous sommes retournés chez John. Nous l'avons trouvé à l'étage, dans la salle de télévision. Il avait branché ma caméra d'hier soir et regardé les nouveaux films que nous avions enregistrés, faisant des pauses et des avances rapides, s'arrêtant de temps en temps pour regarder. Martin et moi, nous sommes glissés dans la pièce et nous nous sommes installés discrètement sur le canapé. Nous ne voulions pas l'interrompre. La séquence se déroula à peu près comme je m'en étais souvenu, et je regardais John réciter les incantations à l'écran. En sortant de sa bouche, elles semblaient entièrement inventées, mais rythmées, comme des poèmes d'un autre pays. Dans la vidéo, nous avions craqué, et le son des rires étouffés et des gloussements rebondissait dans la pièce. Mais en la revoyant, je me suis senti bizarre, comme si je voyais et entendais quelque chose que je ne devais pas voir. Comme presque du tabac à priser. J'ai regardé Martin puis John. Le visage de pierre de John, la bouche de Martin légèrement béante, et le sentiment de regarder quelque chose d'interdit m'ont donné l'impression que j'avais eu tort d'enregistrer hier soir. J'ai finalement demandé à John ce qui se passait, pourquoi il nous avait appelés, pourquoi il semblait si sombre, et il m'a donné une réponse froide, une réponse de connaisseur. Continuez à regarder.
Et c'est ce que nous avons fait. La nuit sur la cassette s'est déroulée, comblant au fur et à mesure les trous de mémoire. Nous sommes arrivés au moment où nous avons commencé à parler à la caméra et à la faire circuler. John avait l'air de vouloir se jeter sur l'un d'entre nous à tout moment, alors je n'ai pas osé demander ce que nous cherchions. Enfin, dans la vidéo, j'ai passé la caméra et John a appuyé sur pause. « Tu vois ? Vous voyez ? Alors ?» John a alterné son regard, presque accusateur, entre l'endroit où Martin et moi regardions et l'écran de télévision lui-même. J'ai jeté un coup d'œil à Martin, qui a secoué la tête. Sur l'écran, nous étions tous les trois assis ensemble sur le canapé de John et nous lancions des cornes de diable rock'n'roll avec nos mains, complètement défoncées. J'ai regardé l'image pendant quelques secondes sans résultat, puis j'ai été frappé comme un train. J'ai vu ce que John nous avait demandé de voir, et cela m'a donné la nausée. John l'a dit avant moi. « Qui est-ce qui tient la caméra, putain ?» N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La dame près du lit. Je m'intéresse vivement au surnaturel depuis l'âge de 7 ans. La porte de notre maison, qui s'est refermée d'elle-même en 1990, a été ma première rencontre effrayante. Oui, je sais, il y a des choses plus effrayantes que cela dans le monde. Mais depuis lors, j'ai eu plusieurs autres expériences, certaines similaires et d'autres un peu plus intenses. Je ne sais pas pourquoi je suis si malchanceux, mais le paranormal m'a suivi dans presque toutes les maisons où j'ai vécu et dans tous les lieux où j'ai travaillé. Notre lieu de résidence actuel ne fait pas exception. Nous vivons dans un petit appartement de 2 chambres. Ma femme, moi-même et nos 2 enfants Nick et Candice y vivons heureux depuis environ 5 ans. C'est près de leur école, près de notre lieu de travail, près de chez mes parents et de chez mes beaux-parents et près d'un centre commercial. De temps en temps, nous avons entendu des sons étranges dans notre maison, surtout la nuit, mais rien qui ne nous ait vraiment convaincus qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel. En raison de la taille de notre maison, il est assez facile de capter des sons et des petits bruits provenant de n'importe quelle pièce, et nous trouvons généralement des explications rationnelles à ces bruits. C'est probablement le vent qui a soufflé sur le récipient posé sur le comptoir de la cuisine, ou bien les piles de ce jouet sont vieilles, c'est probablement pour cela qu'il s'est mis à jouer tout seul. Le problème, c'est que nous ne nous sommes jamais levés pour enquêter. Je pense qu'au fond de nous-mêmes, sans vouloir nous l'avouer l'un à l'autre, ma femme et moi, nous craignions de tomber sur quelque chose que nous ne voulions pas vraiment voir. Nick ne dormait jamais, et comme une horloge, il entrait dans notre chambre vers 23h30 tous les soirs et grimpait dans notre lit. Si nous étions réveillés à ce moment-là, ma femme le ramenait dans son propre lit. Mais souvent nous dormions profondément, et nous nous réveillions le lendemain matin avec lui blotti contre nous. Un dimanche matin, nous nous sommes réveillés avec le petit bonhomme dans notre lit, et alors que je buvais mon café, il nous a demandé, à ma femme et moi, « Qui est venu nous rendre visite la nuit dernière ?» Je lui ai répondu, « Tu étais avec nous, idiot, tu sais que personne n'est venu nous rendre visite la nuit dernière. » Et nous avons tous ri. Mais voilà, il a insisté. « Non, dit-il. La nuit dernière, quand je suis entré dans votre chambre, il y avait une dame dans la chambre, debout près de l'armoire de papa. » Ma femme et moi, nous sommes regardés, et j'ai su qu'elle le croyait, et qu'elle pouvait voir que je le croyais aussi. Lorsque j'avais 11 ans, ma petite sœur a dit à ma mère qu'elle avait vu un vieil homme assis sur son lit, et qu'elle avait eu une conversation avec lui. Ne sachant pas trop pourquoi elle aurait un vieil homme comme ami imaginaire, ma mère a décidé d'emmener ma sœur chez un psychologue pour enfants qui, à la grande horreur de ma mère, lui a dit que les enfants ne mentaient pas sur ce genre de choses et qu'ils la croyaient vraiment. Après ça, ma mère n'est plus jamais entrée seule dans la chambre de ma sœur. Nous avons en quelque sorte minimisé l'affaire et changé de sujet chaque fois que Nick posait des questions sur notre visiteur. Au bout de 2 semaines, l'incident a été complètement oublié.
Un matin, nous nous sommes réveillés, Nick dormant toujours entre nous, et nous étions allongés là à parler de choses et d'autres, lorsque Candice est entrée dans notre chambre et nous a embrassés, comme elle le faisait normalement après s'être levée le matin. Nous l'avons invitée à s'allonger avec nous, car c'était un samedi et nous n'étions pas pressés de nous lever pour commencer la journée. Mais elle voulait aller regarder les émissions pour enfants à la télé dans le salon. Elle est sortie de la chambre et de sa voix enjouée, nous l'avons entendue saluer quelqu'un en disant bonjour et en poussant un petit rire mignon. Une fois de plus, ma femme et moi nous sommes regardés les yeux écarquillés et avons rappelé Candice dans notre chambre. « Qui as-tu salué dans le salon tout à l'heure ?» lui ai-je demandé en souriant. « La vieille dame, papa » a-t-elle répondu. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au salon et je n'ai évidemment vu personne. Alors sans plus attendre, j'ai allumé la télévision et elle a regardé ses émissions préférées. Encore une fois, nous n'avons pas mentionné ou posé d'autres questions sur la dame, car mes enfants ne connaissaient pas les fantômes, et pour eux, le seul être surnaturel qui venait de chez nous était le marchand de sable. Des mois passèrent sans que l'on aperçoive ou que l'on parle de la dame, sauf en plaisantant entre ma femme et moi, généralement lorsque les enfants étaient endormis et qu'elle devait aller nous préparer du café que nous buvions en regardant des films au lit. Si je disais à ma femme « Salut la vieille dame de ma part en revenant », elle retournait en courant dans la chambre et me donnait une tape sur l'épaule. J'étais loin de me douter que ces plaisanteries allaient finir par me rattraper. Candice parlait beaucoup dans son sommeil et nous restions souvent au lit à l'écouter marmonner, à essayer de comprendre ce qu'elle disait et à nous demander à quoi elle rêvait. Une nuit d'été, je me suis réveillé et j'ai entendu Candice parler comme une tempête, mais en même temps, je pouvais entendre ce qui ressemblait à une voix douce qui chantait. La fenêtre de notre chambre étant ouverte pendant les nuits chaudes, j'ai considéré qu'il s'agissait de bruits venant de l'extérieur. Je me suis retourné et je me suis rendormi. Cela a commencé à se produire plus fréquemment, au moins une nuit sur 3. Et chaque fois que je me levais de mon lit pour me diriger vers la chambre des enfants, Candice s'arrêtait de parler, et le chant disparaissait avant que j'aie pu franchir la porte. Je restais là, en silence, à attendre un son, mais rien ne se produisait. Une fois de plus, j'ai pensé qu'il devait s'agir de sons provenant de l'extérieur, car lorsque je sortais de ma chambre, le chant s'arrêtait. Cela me paraissait logique. Les jours suivants, nous avons eu un temps inhabituellement frais. Nous avons donc fermé les fenêtres de notre chambre la nuit, et devinez quoi ? Je n'ai pas entendu le chant. J'étais soulagé, mais cela n'a pas duré longtemps. Lors d'une de ces nuits froides, j'étais allongé dans mon lit, éveillé, alors que le reste de ma famille dormait, pensant à tout, du travail, à ce que nous allions manger le lendemain soir, par exemple. Candice, elle, commence à marmonner. Mais après quelques secondes, on dirait qu'elle fait un terrible cauchemar. Le doux marmonnement est devenu beaucoup plus fort et je peux entendre qu'elle a très peur. C'est à ce moment-là que les chants doux ont commencé à se faire entendre. Chaque pas que je faisais vers la chambre des enfants faisait battre mon cœur un peu plus vite, car le chant devenait de plus en plus fort, de plus en plus clair, alors qu'auparavant, il disparaissait à mesure que j'approchais de leur chambre. Debout devant la porte des enfants, j'ai entendu le marmonnement de Candice s'éteindre, mais le chant doux, clairement une voix de femme, a continué. Des frissons m'ont parcouru l'échine. Mes jambes ont commencé à se sentir comme lorsqu'on fuit quelqu'un dans un rêve, comme de la gelée, tandis que je sentais des perles de sueur froide couler le long de mon corps. Ma bouche s'est asséchée instantanément en écoutant cette douce berceuse que je n'avais jamais entendue auparavant et que je n'oublierai jamais. Noir et gris, pommelé et gris, endors-toi petit bébé. Je savais que je devais affronter la personne ou la chose qui se trouvait dans la pièce avec mes enfants et qui chantait. J'ai donc pris une inspiration et j'ai lentement commencé à pousser la porte.
Quand tu te réveilleras, tu auras... Le chant s'est arrêté brusquement lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la porte. Elle était assise sur le lit de ma fille, les bras croisés sur ses genoux et la tête tournée vers moi. Nous nous sommes regardés. J'avais envie de la regarder, mais je n'arrivais pas à la quitter des yeux. Puis elle a continué à chanter doucement. Tous les jolis chevaux. Ma femme m'a dit qu'elle m'avait trouvé allongé dans l'embrasure de la porte des enfants et qu'elle m'avait aidé à me remettre au lit. Apparemment, j'étais glacé, mais je transpirais beaucoup. Pour être franc, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après les derniers mots qu'elle a chantés. J'ai dû m'évanouir, mais ce qui est étrange, c'est que mes enfants dorment très bien depuis cette nuit. J'aimerais pouvoir en dire autant de moi-même. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cet homme croit que son ombre veut le tuer, et il n'a pas complètement tort. Certains meurtriers considèrent leur travail comme une forme d'art. Si leur œuvre est couronnée de succès, ils continueront leur vie hors de prison. Cependant, avec la capacité de compréhension limitée des êtres humains, combinée à leur étroitesse d'esprit, le véritable secret d'un tueur peut passer totalement inaperçu. Ce qui suit est un journal d'un jeune homme enregistrant ses derniers instants. Il passe son temps tranquillement dans une salle d'épreuve, sombre et silencieux, appelant à l'aide quiconque pourrait entendre ses cris. Ces cris stridents tomberont toujours dans l'oreille d'un sourd. Ce journal, qui est une vidéo, commence par montrer le jeune homme en train de régler sa caméra. Sa chambre est plongée dans l'obscurité totale, sans la moindre source de lumière. La caméra enregistre en mode vision nocturne, tandis que l'homme regarde directement l'objectif et commence à parler. « Bonjour, je m'appelle... » La voix s'interrompt un instant, le temps de réfléchir à la manière de commencer. « Non, je ne vais pas commencer comme ça. On dirait trop que j'enregistre mes dernières paroles. C'est pas ça que je veux. Je vais plutôt passer directement à l'explication. Je vais vous décrire l'enfer qui me tourmente depuis Dieu sait combien de temps. Tout a commencé la nuit de mes 18 ans. Le froid de janvier régnait sur nos activités extérieures. C'était juste une petite fête, si on peut appeler ça ainsi. Quelques cadeaux de ma famille, un gâteau, rien d'extraordinaire. Tout cela n'a aucune importance. C'est cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, les lumières éteintes, avec ma télévision comme seule source de lumière dans la pièce, que mon histoire commence. Mes rideaux et mes stores étaient fermés, ce qui donnait à la pièce une atmosphère sinistre, mais que j'appréciais à l'époque. L'homme prend une lente inspiration, détournant pour la première fois le regard de la caméra. Après un bref instant, il se reconcentre et recommence à raconter son histoire. Bon, revenons à ce que je disais. Ma télévision était devant moi, et la lumière qu'elle diffusait projetait une ombre sur le mur à côté de moi. Je m'ennuyais un peu. Alors j'ai décidé de me divertir en interagissant avec mon double en 2 dimensions. Ma main a suivi le mur, comme si je jouais à chat avec la main de mon ombre, qui semblait essayer de me fuir en passant devant moi. C'était le premier signe, mais je ne l'ai pas remarqué. J'aurais dû être plus attentif. Une brève pause accompagnée d'une expiration stressée et d'une inspiration rapide. Son expression semblait indiquer qu'il essayait de réfléchir. Après ça, je suis sûr qu'il y a eu d'autres signes, j'en suis certain. Ils étaient probablement trop subtils pour que je les remarque. Quand j'ai enfin remarqué que quelque chose n'allait pas, c'était comme si ça avait été écrit en grosses lettres devant moi. C'était plus tard dans la journée, et j'étais seul dans la cuisine de notre maison. La lumière était tamisée, juste assez pour voir où on allait sans avoir besoin d'une lampe. J'ai pris un encas dans le placard, mais j'ai renversé une boîte par terre. Ce n'était pas grave. Je me suis baissé pour la ramasser, et j'ai remarqué la présence de mon ombre. Cela m'a immédiatement semblé étrange. Il n'y avait pas de lumière ici pour projeter une ombre. J'ai posé la boîte et mon encas sur un comptoir à proximité sans quitter mon ombre des yeux. Si elle me trompait, je voulais le savoir immédiatement. Mon intérêt pour le paranormal m'avait peut-être rendu un peu paranoïaque, mais je savais que la tension que je ressentais à présent n'était pas injustifiée. J'ai fait un pas vers la sortie de la pièce, et bien sûr, mon ombre m'a imité.
J'ai levé le bras gauche, comme pour l'inciter à continuer à reproduire mes gestes. Elle a levé le bras gauche. Puis l'ombre a levé le bras droit d'elle-même. Le mien était toujours à mes côtés. Ma peau fourmillait comme si un trillion de minuscules insectes essayaient d'en sortir. Puis d'un moment rapide, ses mains se sont enroulées autour de son cou et c'est moi qui en ai ressenti les effets. Ma gorge me faisait mal et ma respiration s'est arrêtée. Je me suis débattu frénétiquement, mais contre quoi? Mon agresseur était ma propre ombre. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens seulement de ce que ma famille m'a raconté à mon réveil. Il y avait du sang à moi sur le coin d'une des portes du placard que j'avais laissée ouverte. Apparemment, je m'étais bien cogné la tête et j'avais perdu connaissance sur le sol. À l'époque, j'étais heureux de croire que c'était vraiment ce qui s'était passé. Après tout, ce genre de choses n'arrive que dans les creepypastas. Une fois de plus, il se ressaisit après ses souvenirs douloureux en prenant une profonde inspiration. Après ça, j'ai toujours soupçonné celui qui ne parlait pas, qui n'avait aucune expression faciale, qui n'avouerait jamais ce qu'il m'avait fait. Mais ce que je pensais avoir vécu avait une explication parfaitement logique. Je ne pouvais plus en douter. Au lieu de ça, j'ai continué, gardant toujours cette méfiance au fond de mon esprit. Mais mon ombre, elle ne m'a plus agressé. Même si à plusieurs reprises, j'ai remarqué des choses qui n'auraient pas pu se produire. Je me brossais les dents avec ma main droite, mais mon ombre avec sa main gauche. Je me grattais le dos, mon ombre se grattait la tête. Je suis sûr qu'elle se moquait de moi, probablement pour la même raison qu'elle m'avait laissé vivre la première fois qu'elle m'avait agressé, pour s'amuser sans doute. Un craquement à gauche de l'homme attire son attention. Il fixe intensément l'origine du bruit pendant un moment avant de reprendre son monologue. Oh, la prochaine attaque. Je parie que celle-ci était prévue pour m'achever. Une fois de plus, j'étais dans la cuisine, seul à la maison. J'avais une pomme dans une assiette et j'ai pris un couteau à steak dans le bloc. Ce n'était pas vraiment nécessaire pour couper une pomme, mais bon, il était à portée de main. Ce n'est qu'à mi-chemin que je me suis rendu compte que lorsque je tenais le couteau, mon ombre, mon ennemi, le tenait aussi. Stupéfait par mon manque de réflexion, j'ai laissé tomber le couteau. Comme je le craignais, mon ombre n'a pas répété ce geste. Si elle avait eu un visage, je suis sûr qu'il aurait été illuminé d'un sourire tordu et malveillant. J'ai murmuré non, du mieux que j'ai pu. Ma voix n'était guère plus qu'un murmure, mais je doute que cela ait fait la moindre différence. Ma silhouette a levé le couteau, puis l'a abattu d'un mouvement rapide et indifférent. Il en a résulté d'un jet de sang jaillissant de mon bras et une vague de douleur qui a résonné plusieurs fois dans tout mon corps. Mais par instinct, je me suis retourné et j'ai couru. Je ne savais pas où ni pourquoi. Je n'arrivais pas à distancer mon ombre. Un autre coup de couteau, celui-ci m'a mis à genoux. La pièce la plus proche était la salle de bain. Je me suis traîné sur la moquette, lentement jusqu'à la pièce, et j'ai fermé la porte derrière moi. Il n'y avait pas de fenêtre donnant sur l'extérieur, ce qui rendait la pièce complètement sombre. J'ai attendu que l'ombre revienne, m'attendant à être achevé par quelque chose qui était essentiellement moi. Les heures ont passé et rien ne s'est produit. C'est alors que j'ai appris comment la vaincre. Elle ne peut pas exister dans l'obscurité totale, car elle ne devient que rien, le néant. Le jeune homme regarda autour de lui dans l'obscurité totale, puis se tourna vers la caméra. Et c'est pour ça que je suis ici maintenant. Je ne pouvais pas faire ça chez moi. Si j'avais essayé d'expliquer, on m'aurait envoyé dans un asile. J'ai dû m'enfuir. Je suppose que si l'ombre m'a laissé aller aussi loin, c'est tout simplement par esprit sportif. Elle est tordue, c'est trop tordu, mais peu importe. En réalité, tant que je suis dans cette chambre obscure, je suis en sécurité. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Mais je ne peux m'empêcher de me demander combien de temps je vais rester coincé ici. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus de nourriture? Que ferai-je? Le bruit de voiture qui s'arrête et se gare dehors interrompt le jeune homme au milieu de sa phrase. « Taylor, tu es là? S'il te plaît, Taylor, dis quelque chose !» Une voix hurla juste derrière la porte, et le jeune homme, qui était jusqu'alors relativement calme, fut pris de panique. « Va-t'en, je ne veux pas de toi ici, va-t'en, bon sang !» hurla-t-il en retour.
Sa voix était si pleine de colère que la femme de l'autre côté resta silencieuse pendant 1 minute. « Taylor, on entre, chérie, c'est pour ton bien !» Il y eut un grand fracas contre la porte, puis un autre, suivi d'un « Non !» murmuré par le jeune homme. Le troisième coup fit tomber la porte dans un bruit sourd. La lumière de l'extérieur inonda la pièce, et presque immédiatement, l'homme fut projeté au sol par une force invisible. Dans la lutte, la caméra bascula vers l'arrière et n'enregistra que les bruits de Taylor qui luttait pour respirer, tandis que sa mère et le policier qui l'accompagnait tentaient de l'aider en vain. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le vent du démon. Il était maintenant minuit passé. La route sinueuse et mal éclairée serpentait à travers une forêt que je ne connaissais pas, quelque part entre deux bourgades sans importance, deux noms de villages oubliés que je ne saurais même plus prononcer. J'étais fatigué. Pas juste un peu. C'était une fatigue lourde, profonde, qui tirait mes paupières vers le bas et pesait sur ma nuque comme une main invisible. Cela faisait déjà plus d'1 heure que je roulais, avec la jeune fille assoupie à mes côtés. Je l'avais prise en stop sous une pluie battante, alors que je sortais péniblement d'un virage détrempé. Elle était seule sur le bas-côté, trempée jusqu'aux os, le pouce levé d'une main, l'autre serré contre son sac à dos noir. Elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 16 ou 17 ans. Ses longs cheveux bruns ruisselaient sur ses épaules, collés par la pluie. Je n'avais pas pu la laisser là. Je n'aurais pas pu dormir ensuite. Elle était montée dans la voiture sans dire grand-chose, à peine un merci essoufflé, les dents serrées, tremblantes. Je lui avais tendu une vieille couverture qui traînait sur la banquette arrière. Elle l'avait prise en silence, l'avait enroulée autour d'elle et n'avait plus parlé depuis. Quelques kilomètres plus loin, je l'avais entendue s'endormir. Sa respiration s'est faite régulière, douce. Elle semblait enfin au chaud, en sécurité. Elle m'avait dit s'appeler Ludie, ou plutôt que c'était comme ça que ses amis l'appelaient. Mon vrai nom, je ne l'aime pas, avait-elle murmuré. Mais Ludie, c'est bien. Ça sonnait comme un nom d'enfant, un diminutif un peu magique. Je n'avais pas insisté. Il y avait dans ses yeux quelque chose de très ancien, comme si elle portait un fardeau que personne de son âge ne devrait connaître. Elle dormait maintenant, le visage tourné vers la vitre, sa joue collée au fardeau qui reflétait la lumière blafarde des phares. Ses lèvres, pleines et rosées, esquissaient un sourire paisible. Un filet de cheveux trempés glissait encore sur sa tempe. Elle ressemblait à ces portraits anciens qu'on trouve dans les livres de contes, une princesse errante, épuisée par sa quête. J'ai essayé moi aussi de penser à autre chose, de me perdre dans mes pensées, de faire passer le temps. Mais très vite, une sensation familière a commencé à m'envahir. Un frisson d'abord léger, puis de plus en plus insistant, remontant lentement le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas la peur, non. C'était pire. C'était la panique. Pas une panique liée à la route, au noir de la nuit ou à la forêt inquiétante. Non. Cette panique-là venait de l'intérieur, de mes entrailles. Mon ventre gargouillait depuis quelques minutes déjà, dans un murmure sourd. Un grondement viscéral comme une bête endormie qui s'éveillait. J'avais ignoré les premiers signaux. Je me disais que ça passerait, que ce n'était rien. Mais maintenant, c'était trop tard. Le mal était en marche. Et je le savais. Ce n'était pas un simple malaise, pas une douleur anodine, c'était une urgence biologique. Je me suis redressé sur mon siège, contractant tous les muscles possibles. J'ai fermé les yeux une demi-seconde, inspiré, expiré, concentration maximale. La voiture roulait droit, la radio diffusait un vieux morceau instrumental et Ludie dormait encore. Je me suis répété en boucle « Tu peux te retenir. Tu es un adulte, ce n'est rien. Ce n'est que passager. Ce n'est pas comme la dernière fois. Pas comme cette dernière nuit. Tu vas y arriver. » Mais j'avais tort.
Le grondement s'est intensifié, puis il est descendu, lentement, terriblement, comme s'il prenait son temps pour savourer ma terreur. Ludivine dormait paisiblement, elle était belle, et je n'arrivais plus à me retenir. Alors que je croyais encore pouvoir échapper à l'inévitable, ce fut fini. Sans prévenir, sans pitié. Le bruit ne fut pas aussi fort que je l'avais craint. Merci les sièges en tissu. Mais l'odeur, mon Dieu, une abomination, un souffle infernal, le vent du démon, un nuage toxique émis tout droit du fond de mes entrailles. C'était un monstre. J'ai senti l'air devenir dense. Une atmosphère lourde, poisseuse, presque visible, s'est répandue dans l'habitacle. J'ai prié intérieurement pour que Ludie ne se réveille pas. J'ai baissé légèrement la vitre de mon côté, en essayant de ne pas faire entrer trop d'air glacé. Mais il était déjà trop tard. Le sourire sur son visage s'est effacé doucement. Son front s'est crispé. Elle s'est légèrement retournée sur le côté, une main tendue vers son sac, comme pour chercher du réconfort. Elle ne s'est pas réveillée, non, mais elle rêvait. Et je le savais. C'était un cauchemar. Un cauchemar dont j'étais responsable. Je me suis senti minable. J'étais un homme adulte, censé protéger cette pauvre enfant de la pluie, des dangers de la route. Et me voilà, en train de l'intoxiquer de l'intérieur, avec une arme biologique sortie tout droit de mon propre enfer intestinal. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire ? Pardon, je viens d'empoisonner l'air que tu respires. Non, il fallait assumer. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence pesant. Je n'osais plus bouger. Elle s'est remise à sourire, peut-être parce que l'odeur s'était enfin dissipée, ou peut-être parce qu'elle rêvait d'un monde sans moi. Finalement, à 2 heures du matin, je l'ai déposée devant un petit hameau où elle disait avoir de la famille. Elle m'a remercié doucement, un peu endormie, en descendant de la voiture. Puis elle m'a regardé avec un air étrange, presque moqueur, et m'a dit « Tu devrais éviter les burritos sur l'autoroute, ils t'assassinent de l'intérieur. » Puis elle a disparu dans la nuit, me laissant seul avec ma honte, mon siège souillé de remords et de l'odeur de mon paix, et l'étrange impression que cette fille savait tout. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai trouvé des vidéos de ma famille qui ne devraient pas exister. Mon frère est mort quand j'avais 7 ans. Il avait 13 ans. Il s'est noyé dans le lac situé en bas de la rue où nous habitions. Mes parents n'ont jamais touché à sa chambre. Ils ont essayé une fois, mais ils n'ont pas pu. C'était trop douloureux. Après ça, la porte est restée fermée. Sa chambre est devenue une sorte de musée à sa mémoire. C'était il y a 11 ans. Sa chambre est toujours la même. Ce matin, alors que je faisais mes valises pour l'université, j'ai décidé d'y entrer enfin. Je n'avais rien de dramatique en tête. Je voulais juste prendre quelques sweats à capuche, peut-être 1 ou 2 souvenirs à emporter avec moi aussi. Quelque chose à quoi me raccrocher quand je serai nostalgique. Pour être tout à fait honnête, je suis déjà allé dans sa chambre plusieurs fois. Je me suis assis sur son lit, j'ai fouillé dans ses étagères, mais je n'ai jamais vraiment fouillé au sens propre du terme. Cela me semblait mal et je n'en avais vraiment pas envie. Mon frère me manquait tout simplement. Ce n'était pas non plus mon intention aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de trouver une pile de DVD fourrée dans le tiroir du bas de sa commode. Il y en avait 3. 3 DVD. Ils étaient simplement étiquetés 1, 2 et 3. Le seul lecteur DVD de la maison est toujours branché à son vieux téléviseur. Tout le reste est passé au streaming il y a des années, comme vous le savez. Pendant un instant, je me suis dit de ne pas le faire, que c'était mal, que ces DVD ne m'appartenaient pas, et qu'ils n'avaient probablement aucune importance. J'ai fini par ramasser quelques-uns des objets que j'avais collectionnés, et j'ai remis les DVD dans leur tiroir. Puis, je suis retourné dans ma chambre. Ce soir, ils ont commencé à m'appeler. Je sais que cela peut paraître un peu bizarre,
Je sais que vous pensez que c'était juste ma curiosité qui me rongeait, mais ce n'était pas ça. C'était physique, une sensation dans ma poitrine. Je me suis donc glissé dans le couloir. Je me suis faufilé dans sa chambre. J'ai verrouillé la porte derrière moi pour que mes parents ne m'entendent pas, et j'ai pris le premier DVD, celui avec le numéro 1 écrit dessus. C'était une vidéo de ma famille. Vous savez, ces vidéos familiales. Pour être franc, je ne savais même pas que nous en avions. Je ne me souviens pas que mes parents aient jamais possédé de caméra. La vidéo commence par des parasites, puis s'éclaircit juste assez pour montrer quelque chose. L'image est floue, déformée. Cela pourrait être le salon, mais le mobilier semble étrange. Tout est trop grand ou trop petit, et change à chaque fois que l'image tremble. Parfois, cela ressemble presque à une chambre, parfois à un couloir. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de forme distincte, juste des ombres vacillantes qui ne correspondent pas à ce que disent les voix. Oh oui, car il y a des voix familières, des rires, des cliquetis de vaisselle et ma mère qui appelle mon frère. On dirait ma famille en arrière-plan, hors de vue. J'entends le rire de mon frère et ce son m'envahit complètement. Il résonne dans ma tête, rebondissant sur les os qui composent mon crâne. Puis, en dessous, une autre voix. Basse, posée, suffisamment proche pour qu'on ne puisse pas la manquer. Tu ne l'as pas encore remarqué. Puis la vidéo s'est arrêtée, juste comme ça. Je me suis dépêché de relire le DVD, sans même penser aux 2 autres disques qui étaient encore empilés sous la télévision. Je voulais juste entendre mon frère rire à nouveau. Ce rire... J'ai essayé de ne pas penser à la fin du DVD, même si la peur me parcourait lentement le dos lorsque j'ai appuyé sur play. Car la façon dont il parlait donnait l'impression qu'il ne faisait pas partie de l'enregistrement. Cet homme, comme s'il s'adressait à la caméra, disait tout simplement « Tu ne l'as pas encore remarqué ». Et il ne disait pas ça à quelqu'un d'autre. Il s'adressait à la caméra, à moi. J'ai appuyé à nouveau sur play, cette fois en mettant en pause toutes les quelques secondes, désespéré de donner un sens à ce que je voyais. Mais rien ne restait immobile. Tout dans le film semblait presque familier, comme une pièce dans laquelle vous jureriez avoir déjà été, mais que vous ne parvenez pas à situer. Les murs sont un peu trop étroits, et les couleurs sont suffisamment délavées pour en faire quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. J'avais l'impression que mon cerveau était en mode court-circuit. Puis, j'ai figé l'image juste avant le moment où il a ri. Et là, c'était là. Une légende, pâle et jaune, gravée dans le coin de l'écran. 30 juillet 2015. 7 mois après la noyade de mon frère. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'un bug. Ça ne pouvait être que ça. La caméra devait avoir un décalage d'1 an. Il n'y avait pas d'autre explication. Je me suis forcé à respirer et à refouler la panique qui montait en moi. Puis j'ai à nouveau appuyé sur play. Son rire a rempli la pièce, le rire de mon défunt frère. Et pendant un instant, ma peur s'est dissipée. C'était juste lui, encore une fois. Il était vivant, chaleureux, présent. Un mélange doux-amer de réconfort et de chagrin m'a envahi. Mais ensuite, la voix est revenue. Plus proche cette fois-ci, humide contre le micro, saccadée et intermittente comme des parasites. Tu l'as remarqué? J'ai arraché le DVD du lecteur et je l'ai jeté à travers la pièce. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. L'adrénaline, j'imagine. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus me contrôler. J'essaie de trouver des explications logiques. Je veux croire qu'il y en a une. Mais toutes les raisons que je trouve me semblent inconsistantes. Je me suis précipité dans ma chambre et je me suis enfoui sous les couvertures. Comme si ça pouvait m'aider. Je ne veux pas regarder les 2 autres DVD. Non, je ne veux pas. Mais je sens qu'ils m'attirent, comme si tout cela n'était pas terminé. Comme si je leur devais quelque chose.
je n'arrive pas à dormir. Il fait noir, il est tard et la pluie vient de commencer. Le robinet de la salle de bain goutte toujours, mais ce soir, le bruit est beaucoup plus fort. On pourrait presque le confondre avec des bruits de pas. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis en train de pratiquer l'autopsie d'une femme enceinte, et les choses deviennent de plus en plus étranges. Je la connaissais. Au fil de mes années de travail, j'ai développé une relation étrange avec la mort. Je la considère comme quelque chose de purement physique. Le corps devant moi n'est qu'un organisme qui a cessé de vivre. C'est tout ce que c'est. Et pourtant, sa présence sur ma table m'a pris par surprise. Je l'avais déjà vue à l'hôpital, cette femme. Enthousiasme, rayonnante, parlant de ce que serait sa vie désormais. Elle était parfois un peu distraite, disant que de grandes choses allaient arriver. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure juste avant d'accoucher. Elle a été retrouvée noyée dans sa propre maison, avec des inscriptions sur les poignets et à l'arrière du cou, et elle était restée dans sa baignoire pendant plusieurs jours avant que son voisin ne la trouve. Elle n'avait ni mari, ni famille. Il s'attendait à ce que je conclue à un suicide, mais je n'y croyais pas, car cela n'avait aucun sens. Pourquoi se serait-elle suicidée juste avant d'accoucher? Juste avant de devenir mère, une chose qui la rendait si heureuse. On m'avait appelé au milieu de la nuit pour m'occuper d'elle. Il m'avait dit que son corps était déjà dans un état assez fragile et que je devais être précis et rapide avant qu'il ne puisse mettre un terme à cette tragédie. Je ne vais pas vous accabler avec tous les détails sordides. Je vais simplement vous expliquer rapidement le processus afin que vous ayez une idée de ce que je fais. Âme sensible s'abstenir. N'écoutez pas mon histoire si vous êtes sensible à la question. J'ai d'abord rempli quelques documents et fait quelques observations. Puis j'ai procédé à l'examen externe et pris des photos. Je n'ai rien remarqué d'autre que les signes évidents de noyade et les dommages causés par les 3 jours passés dans la baignoire. Cependant, pour être honnête, mais c'était peut-être juste moi, j'ai trouvé que la peau autour des inscriptions, poignets et cou, était plus claire que le reste et plus dure. Ensuite, j'ai procédé à l'examen interne. J'étais envahi par une vague de tristesse et je n'avais pas envie de poursuivre la procédure. Mais je me suis raidi et j'ai continué à travailler. Là encore, les signes habituels de noyade. Je me suis figé, les instruments à la main. J'étais seul dans la morgue, ou du moins le seul vivant. Et c'était peut-être le manque de sommeil ou l'atmosphère générale inquiétante qui me rendait incertain de ce que je voyais. Il était impossible qu'elle ait pu graver ces symboles sur ses côtes, de minuscules gravures représentant les mêmes symboles. J'avais la gorge sèche, ce qui me donnait l'impression d'étouffer, et soudain, le col de ma blouse me sembla trop serré. Ce n'était pas mon imagination. Ses côtes étaient couvertes de ces gravures. S'agissait-il d'une bactérie rongeant les os ? Je savais qu'il était inutile de poser cette question, car je savais que ce n'était pas le cas. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo en gros plan des côtes. Je sais que ce n'était pas très professionnel de ma part, mais je n'avais pas le choix. Au moment où j'ai pris la photo, quelque chose a cliqueté au loin. J'ai levé les yeux vers la porte du couloir. Personne ne devrait être là. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai remis mes gants avec précaution, sentant le sang se retirer lentement de mon visage tandis que je descendais vers son sac amniotique. Je m'attendais à voir quelque chose qui me donnerait la chair de poule, et je savais que même si je m'y préparais, cela me ferait quand même un choc. Quand j'ai ouvert le ventre de la femme, il était vide. Il n'y avait aucun signe de fœtus, comme s'il avait tout simplement disparu, laissant derrière lui le placenta et le cordon ombilical intact. Il n'y avait pas de bébé. Je m'éloignai d'elle et retirai mes gants. Je me frottais les yeux, c'était impossible. Son ventre était parfaitement rond, et je suis presque sûr qu'il y aurait eu des signes si elle avait accouché avant ou après sa mort. C'était inhumain, contre nature. Tout indiquait une grossesse, sauf
le bébé. Je l'ai soigneusement recousu en essayant de ne pas penser au bébé disparu et au symbole, puis j'ai rempli le rapport. J'ai écrit suicide dessus. Je n'en étais pas sûr à 100%, je n'avais pas besoin de l'être. Les instructions étaient claires, il fallait juste que ce soit fait, rapidement. J'ai entrouvert la porte en grinçant et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Le bruit venait de la réserve et je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir ou se fermer. Donc, ce qu'il avait fait était toujours là. Je m'en suis approché lentement, en retenant mon souffle, comme si j'avais peur de faire du bruit. J'ai posé ma main sur la poignée et je l'ai tournée. Clic. Elle était verrouillée de l'intérieur. J'ai donné quelques coups à la porte et j'ai demandé, en chuchotant, « Hé, y a quelqu'un ?» Ce qui a suivi était un bruit inhabituel, comme quelqu'un qui aspirerait l'air entre ses dents. Je regardai vers le couloir qui menait à la morgue. La porte était ouverte. Je ne me souvenais pas si je l'avais fermée ou non, et je ne voulais pas m'en souvenir. Je décidai que mon travail était terminé ici. Je fermai tout et montai dans ma voiture, puis rentrai chez moi en silence. Je vis seul, donc mon retour à 3 heures du matin ne dérangeait personne. Après avoir terminé ma routine nocturne et m'être couché, je me suis retrouvé à me tourner et à me retourner dans mon lit, envahi par des rêves étranges, comme ceux que l'on fait quand on a de la fièvre. À un moment donné, j'ai cru entendre un cri jusqu'à ce que je réalise que c'était le mien. J'ai rouvert les yeux après ce qui m'a semblé être quelques minutes pour découvrir qu'il était un peu plus de 6 heures du matin. Dans la douce lueur du matin, ma fenêtre était un peu embuée et je ne pouvais m'empêcher de regarder, perplexe, l'empreinte fraîche de la main d'un bébé sur la vitre. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai trouvé la nécrologie de ma femme sur Internet, mais elle est assise juste à côté de moi. Je suis constamment en ligne. Quand je m'ennuie, je fais des recherches sur Google à propos de plein de choses et de personnes. J'ai déjà recherché mon propre nom, celui de mes amis, de mes connaissances, des théories du complot et de toutes sortes de choses au hasard sur Internet. Mais hier soir, c'était la première fois que je recherchais le nom de ma femme sur Google. Et j'ai trouvé quelque chose que je n'oublierai jamais. Le premier résultat était une nécrologie. Bien sûr, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une personne portant tout simplement le même nom qu'elle. Elle s'appelle Emily et son nom de famille est assez courant. Vous comprenez que je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai quand même cliqué dessus par simple curiosité. Mon cœur s'est arrêté de battre lorsque j'ai vu une photo de ma propre femme sur le site web. Cheveux blonds méchés, yeux foncés, et les dates correspondaient aussi. Naissance 1986, décès 2025. D'après cette nécrologie, elle était décédée à l'âge de 39 ans. Je l'ai rencontrée quand elle avait 40 ans. C'est impossible, me suis-je dit. Ce doit être quelqu'un qui lui ressemble, très fortement, et avec le même nom tout simplement, et la même année de naissance. Mais je savais qu'il y avait trop de coïncidences pour que ce soit faux. Quand j'ai lu la nécrologie, cela n'a fait que confirmer mes doutes. Elle mentionnait son amour des chevaux, son travail bénévole dans une soupe populaire par l'intermédiaire de son église et son travail de biologiste postdoctoral. Tant de détails correspondaient, cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai sursauté lorsque ma femme est entrée de la cuisine et s'est assise à côté de moi. Par réflexe, j'ai fermé l'ordinateur portable. « Rien !» ai-je répondu. Puis, réalisant à quel point j'avais l'air suspect, j'ai ajouté « Je cherchais des cadeaux d'anniversaire pour toi. » Pendant une seconde, son visage s'est figé. Et j'ai craint qu'elle ne croie pas à mon mensonge. Mais elle a fini par sourire. Ce sourire chaleureux que j'aimais tant, qui plissait ses yeux au coin. « Ah, c'est tellement gentil !» a-t-elle dit en venant s'asseoir encore plus à côté de moi. J'ai dégluti. « Ouais. » Elle s'est blottie contre moi, mais je me sentais complètement à cran.
La chaleur de sa peau ne me semblait plus chaleureuse et accueillante. En fait, un frisson m'a parcouru l'échine. Au bout de quelques minutes, je me suis dégagé de son étreinte. Je ne me sens pas très bien. Ai-je menti? Je vais m'allonger un peu. D'accord, a-t-elle répondu en faisant la moue. Avant qu'elle n'ait pu ajouter quoi que ce soit, je me suis précipité à l'étage. Dès que je me suis allongé sur le lit, j'ai rouvert la nécrologie. J'ai fixé l'image granuleuse de son visage. C'était bien elle. Ce sourire chaleureux, ces yeux sombres et mystérieux. Il était possible que ce soit quelqu'un d'autre. J'ai fait défiler quelques-uns des autres résultats, et j'ai réalisé que certains d'entre eux étaient également liés à sa mort. Il y avait une page Facebook en sa mémoire. Des amis y avaient posté des messages, des noms que je ne reconnaissais pas, pleurant sa perte depuis des années. L'université où elle travaillait avait également publié un communiqué pour présenter ses condoléances. Mais j'ai ensuite trouvé quelque chose qui m'a encore plus glacé le sang. Un article de presse niché au bas de la page de résultats de recherche. Émilie n'était pas simplement morte. Elle avait été assassinée. Je suis resté bouche bée en lisant l'article. Certaines phrases m'ont sauté aux yeux. Aucun signe d'effraction, partiellement démembré, et le meurtrier toujours en fuite. L'article ne comportait toutefois aucune photo d'Émilie. Il s'agissait donc peut-être d'une autre Émilie. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait pas être ma Émilie, qui était assise sur le canapé en bas, en train de regarder la télévision. Puis, un bruit m'a tiré de mes pensées. La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, étrangement immobile. La lumière du couloir était éteinte, enveloppant son visage d'ombre. « Émilie » demandai-je d'une voix tremblante. « Je suis venue voir si tu allais bien, » dit-elle d'une voix douce et calme. « Ouais, merci. » répondis-je en éteignant rapidement mon téléphone et en le glissant derrière moi. « Je me sens beaucoup mieux maintenant, je vais bien. » Elle me répondit d'une voix plus basse. Je suis content de l'entendre. J'essayais de garder mon calme, tandis qu'elle se glissait dans mon lit. Je restais allongé, raide et froid, tandis qu'elle m'enlaçait. « Je t'aime, mon chéri », murmura-t-elle en se blottissant contre moi sous les couvertures. Je t'aime aussi. Voilà où j'en suis maintenant. Je vous dis ceci depuis mon téléphone, tandis qu'Émilie dort à côté de moi. Je ne sais pas si je suis en sécurité ici. Je ne sais pas à qui ou à quoi j'ai affaire. Toutes sortes de scénarios farfelus me traversent l'esprit en ce moment. Émilie avait-elle une jumelle identique qui est morte? Et a-t-elle pris l'identité de cette jumelle? Est-elle une horrible créature issue des contes populaires qui a tué Émilie et pris son apparence? Plus les minutes passent, plus mes théories deviennent farfelues. Aucune d'entre elles n'a de sens. Il n'y a qu'une seule chose dont je suis sûr. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit, la personne à côté de laquelle je dors n'est pas la vraie Émilie. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma sœur est décédée depuis 2 ans, mais son ex-petite amie continue de se présenter aux réunions de famille. Lorsque ma sœur Lisa est décédée il y a 2 ans, notre famille a changé à jamais. Nous n'étions pas parfaits avant, qu'il est, mais la mort de Lisa nous a brisés. Mon père ne parle presque plus, ma mère s'occupe sans relâche de toutes les œuvres caritatives qu'elle peut trouver, et moi, je reste bloqué, en colère, à la recherche de quelqu'un à blâmer. Lisa était le ciment qui nous unissait. Elle était chaleureuse, extravertie, toujours souriante, le genre de personne qui attire les gens. Elle aimait la randonnée, la photographie et le plein air. Sa mort, officiellement qualifiée d'accident, était presque poétique. Elle a glissé pendant une randonnée et est tombée dans un ravin. Du moins, c'est ce que dit le rapport de police. Mais si c'est vrai, pourquoi ai-je l'impression que son fantôme n'est jamais parti? L'ex-petite amie de Lisa, Matt, n'a jamais fait partie de notre famille.
Lisa et lui sont sortis ensemble pendant environ 1 an avant qu'elle ne rompe. Elle disait qu'il était possessif, obsessionnel, qu'il lui envoyait constamment des SMS, se présentait à l'improviste et faisait des commentaires passifs-agressifs lorsqu'elle passait du temps avec ses amis. Je me souviens qu'elle en avait plaisanté une fois, le qualifiant de « mon pot de colle de niveau 5 ». Mais ce n'était pas drôle, pas vraiment. Après la rupture, Matt ne l'a pas bien pris. Il n'arrêtait pas de lui envoyer des SMS, de lui laisser des messages vocaux et même de lui envoyer des fleurs à son travail. Elle n'y prêtait pas attention, disant qu'il finirait par se lasser avec le temps. Je pensais qu'elle avait raison jusqu'aux funérailles. Matt n'est pas venu à la cérémonie, Dieu merci, mais 1 semaine plus tard, il s'est présenté à notre porte. C'était un jeudi pluvieux. Ma mère a ouvert la porte et il était là, tenant un bouquet de lys, les fleurs préférées de Lila. « Je voulais juste lui rendre hommage », a-t-il dit. Sa voix était douce, sa tête penchée comme s'il essayait de paraître vulnérable. Ma mère, qui n'a jamais su dire non, l'a laissé entrer. Matt s'est assis sur notre canapé et a parlé de Lisa comme s'il la connaissait mieux que nous. Il a décrit son rire, son sourire, sa façon de toujours commander des pancakes avec un supplément de sirop. Mon père est resté silencieux, la mâchoire serrée. Quand Matt est finalement parti, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle l'avait laissé entrer. « Il est en deuil lui aussi », m'a-t-elle répondu. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que Matt n'était pas en deuil. Il rôdait. Au cours des mois suivants, Matt a continué à se montrer. Il venait aux barbecues familiaux, aux repas de fête et même à l'anniversaire de mon père. Toujours sans y être invité, toujours avec une excuse. « Ta mère a dit que ça allait, disait-il, ou bien je pensais que Lisa aurait voulu que je sois là, par exemple. » Mes parents, aveuglés par leur propre chagrin, ont laissé faire. « Il est inoffensif, » disait ma mère. « Elle lui manque, c'est tout. » Mais il n'était pas inoffensif. Pas quand il a commencé à poser des questions. À Noël dernier, Matt m'a coincé dans la cuisine. « Elle était différente avec moi, tu sais, » m'a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir. Je me suis raidi. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a souri, ce sourire fin et dérangeant que j'avais vu tant de fois. Elle me disait des choses qu'elle ne disait à personne d'autre. « Comme quoi ?» lui demandai-je. Son sourire s'élargit. Comme le fait qu'elle n'avait pas peur de mourir. Cette nuit-là, j'ai parcouru les journaux intimes de Lisa. Elle était du genre à tout noter, ses pensées, ses projets, même ses petites listes de courses. La plupart étaient des choses normales pour Lisa, des paroles de chansons, des gribouillages, des observations aléatoires. Mais ensuite, je l'ai trouvée. J'ai trouvé l'entrée. Je pense que Matt me suit. Il n'arrête pas de m'envoyer des SMS. Il n'arrête pas de dire qu'il sait quelque chose que j'ignore. Je commence à avoir l'impression que je ne peux pas me débarrasser de lui, disait l'entrée dans le journal. Je l'ai montré à ma mère, m'attendant à ce qu'elle comprenne enfin. Mais elle a balayé cela d'un revers de main. Lisa était parfois dramatique, a-t-elle dit. Je suis sûr que ce n'est rien. Quelques jours plus tard, j'ai vu la voiture de Matt garée dans la rue. Ce n'était pas la première fois. Je l'avais déjà remarqué garée au coin de la rue, mais je m'étais convaincu que c'était une coïncidence. Cette fois-ci, cependant, j'en étais sûr. Il ne surveillait pas notre famille, il me surveillait moi. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon père. Matt s'est présenté avec un cadeau qu'il prétendait que Lisa aurait acheté. Un livre sur les sentiers de randonnée. Je n'en pouvais plus. Je l'ai confronté dehors, loin de mes parents. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lui ai-je demandé sèchement. Son sourire n'a pas faibli. « Je viens rendre hommage, » a-t-il répondu. « Lisa a rompu vers toi. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec toi. Pourquoi ne peux-tu pas la laisser partir, bon sang ?» Son regard s'est assombri. « Elle t'a dit ça ?» ?»« Oui, » lui ai-je répondu. Il s'est approché, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Elle m'a dit beaucoup de choses aussi, des choses qu'elle n'a dites à personne d'autre. »
Puis il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais là, tu sais, sur la piste de randonnée. J'eus l'impression que l'air avait été aspiré hors de mes poumons. Quoi? Il sourit à nouveau, d'un sourire froid et vide. Elle n'est pas tombée. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé de la laisser partir. Mon estomac se noua. Non, tu mens! Il pencha la tête, m'observant attentivement. Ah bon? Pose-toi cette question. Si elle a glissé, pourquoi n'a-t-elle pas crié? J'ai appelé la police cette nuit-là. Je leur ai tout raconté, le harcèlement, le journal, ses aveux. Quand la police s'est rendue à son appartement le lendemain matin, il était vide. Pas de meubles, pas de vêtements, aucun signe qu'il ait jamais vécu là. Cela fait maintenant 1 semaine. Je n'ai pas dit à mes parents ce qu'ils m'avaient dit, je ne sais pas s'ils me croiraient. Chaque soir, je vérifie 2 fois les serrures. Chaque soir, je m'assois sur mon lit, mon téléphone serré dans ma main, trop effrayé pour dormir. Hier soir, j'ai finalement décidé de relire les journaux intimes de Lisa. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pensais-je avoir manqué quelque chose. Peut-être cherchais-je des réponses. Mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau. La dernière page, qui était vierge auparavant, comportait désormais une seule phrase griffonnée à l'encre noire. « Il ne regarde pas, il est à l'intérieur. »